le cœur vous en dit, vous pouvez ouvrir votre caméra. Et sinon, ce n'est pas plus grave. On est très habitué à la formule webconférence. Bonjour, Natacha. Très agréable de vous voir. Donc, c'est ça. On est censé être une vingtaine aujourd'hui, donc je vais quand même laisser un petit peu de temps, mais je pourrais vous dire d'emblée que la conférence, elle est d'une trentaine de minutes normalement. On est plus sous une forme questions-réponses, interaction que conférence classique parce qu'on veut vous informer, mais aussi vous intéresser à notre programme de doctorat ici à la Faculté de droit de l'Université Laval. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par plusieurs personnes. Je vais commencer par notre vice-doyenne, mais également directrice de programme. Donc, elle porte à peu près tous les chapeaux à la faculté et c'est exceptionnel et génial pour les étudiants de doctorat. Donc, elle est vice-doyenne à la recherche et là, je veux dire au partenariat, mais c'est Marie-Ève, peux-tu me corriger? C'est les affaires externes, en affaires fait. Externes. Toutes les relations qu'on entretient justement avec les différents partenaires, que ce soit le barreau, d'autres universités ou encore la philanthropie aussi, ça recoupe la philanthropie. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, en plus de ce vice-décanat-là, ben, Marie-Ève a également la charge de la direction de programme des étudiants au doctorat. Donc, c'est génial parce qu'on s'entend qu'on se dit souvent la recherche et le doctorat, ça va de pair. Hein. C'est vraiment c'est très, très relié. Donc, on a la chance ici à la faculté d'avoir une vice-doyenne qui a le double chapeau et qui va très certainement lire, en fait, et regarder toutes vos demandes d'admission. Donc, ceux qui sont ici aujourd'hui, qui ont déjà entamé le processus de demande d'admission ou qui pensent le faire dans les prochaines semaines, bien, sachez que Marie-Ève Arbault, professeure Arbault, va éventuellement, c'est elle qui va analyser votre demande et faire prendre une décision face à ça. Et Marie-Ève va pouvoir, plus tard dans la rencontre, répondre à certaines questions et vous parler, elle aussi, de sa perspective du programme de doctorat, du financement et de bon, en fait, plusieurs aspects là, de notre programme. La rencontre est enregistrée, je voulais vous le dire, j'ai oublié de vous le dire d'emblée. Donc, je voulais simplement vous aviser, c'est enregistré puisque après, souvent, nous le rediffusons pour les étudiants qui n'auraient pas pu être présents. Donc, sachez-le, si vous voulez fermer votre caméra ou c'est libre à vous là, de le faire. Je continue. Nous avons également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Charles Tremblay-Potvin, jeune professeur qu'on adore à la faculté. Charles Tremblay-Potvin est non seulement professeur, mais aussi diplômé de notre faculté au doctorat. Donc, c'est le meilleur des deux mondes puisqu'il va vous parler en tant que prof, mais il se rappelle et c'est très récent pour lui, la fin du doc. Qu'est-ce que ça représente dans le parcours d'un étudiant? Donc, c'est pour ça que je trouve que c'était la meilleure personne pour venir vous parler aujourd'hui. Il est diplômé, je fais rapidement, 2015 de la maîtrise ici à l'Université Laval. Et c'est 2021 ou 2022, Charles, le doctorat? 2021. 2021. Donc, déjà un vieux prof. Là. Un an plus tard, là, déjà, tu n'es plus dans les jeunes. Donc, voilà. Merci, Charles, d'être là. Puis, merci. Bonjour tout le monde. Génial. Et Marie-Pierre Jolicoeur, étudiante actuelle au doctorat en 2e année, si je ne me trompe pas. Marie-Pierre va répondre à des questions, notamment concernant la relation avec le directeur de recherche. Je trouve ça important que ce soit une étudiante actuelle qui parle un peu du vécu puis de comment elle vit cette fameuse relation qui est au cœur, en fait, de votre projet d'études. Donc, quand on sera rendu là, ça va me faire plaisir de poser des questions à Marie-Pierre. Le plan de match aujourd'hui, pour ceux qui sont arrivés, ceux qui se joindront, j'espère, à nous, c'est de vous présenter rapidement les conditions d'admission puis la structure de programme. Et ensuite, comme je vous disais, de passer aux questions. Donc, pour l'admission, bien important de comprendre que c'est un processus qui est assez long. Déposer une demande d'admission au doctorat, ça requiert plusieurs documents et l'analyse elle-même prend quand même assez de temps puisque on ne peut pas vous admettre au doctorat sans vous avoir trouvé un directeur de thèse. Ce n'est pas à vous de le faire. Donc, ça, je le mentionne d'entrée de jeu. Vous n'avez pas à chercher avant de déposer un directeur pour attacher puis être certain de pouvoir être admis. Ce n'est pas ça qui va être déterminant de l'acceptation ou non de votre candidature. Ce qui va être déterminant, ça va être bien évidemment vos résultats académiques à la maîtrise, ainsi que si vous avez fait d'autres études auparavant. Et tous les documents que vous allez déposer, donc que ce soit votre mémoire de maîtrise, tous les documents que vous allez voir dans le système, pour nous, ça nous permet de bien analyser votre candidature, de voir si vous êtes
apte à la recherche et à la rédaction. C'est ça qui va déterminer votre admission ou non au programme. Donc, c'est bien important de comprendre ça, donc de ne pas chercher tout de suite, mais nous, on va s'en occuper. Puis, professeur Arbour, une de ses premières tâches à titre de directrice, c'est de jumeler le bon étudiant avec le bon professeur. Donc, ça, c'est important de savoir que nous, on fait cet accompagnement-là. Au niveau de la structure du programme, c'est un programme de doctorat essentiellement de recherche. Donc, il y a quelques cours en classe, mais parce que plusieurs étudiants n'habitent pas la ville de Québec, ils me demandent souvent est-ce que je peux me déplacer pour 1 ou 2 sessions et puis ensuite retourner chez moi. Je vous dirais que l'idéal, c'est d'être quand même présent durant votre parcours à certains moments parce que, comme je vous dis, il y a certains cours. Donc, il y a des cours de méthodologie, épistémologie qui sont importants et obligatoires, mais il y a tous les examens rétrospectifs, prospectifs, la relation aussi avec votre directeur qui peut se faire à distance, mais c'est bien des fois de reconnecter puis de revenir à l'Université Laval pour faire une partie de sa recherche durant son parcours. Donc, la réponse, c'est oui et non. On peut faire le programme à distance pour une certaine partie, mais l'idéal, il faut être présent pour une certaine partie. Marie-Ève, je te vois hocher de la tête. Est-ce que c'est à peu près... On ne veut pas donner exactement de nombre de sessions parce que je ne veux pas m'aventurer là-dessus, sauf que c'est un espèce de balance, hein, si on veut. Non, Annie, c'est très bien ce que tu dis parce que effectivement, ce qui est important quand on fait un doctorat, c'est d'intégrer la communauté de chercheurs. Donc, si vous avez l'intention de rédiger tout seul dans votre salon, les risques sont que vous allez vous isoler puis vous ne serez pas connu de la communauté. Donc, c'est important de maintenir des liens. Et il y a des gens qui les ont, ces liens-là, avant même de commencer leur doctorat, puisqu'ils vont travailler déjà avec d'autres chercheurs ou avec des différents professeurs, même des autres universités. Et il y en a d'autres qui commencent réellement un nouveau cheminement. Donc, dans ce cas-là, je vous dirais c'est bien important justement de participer à toutes les activités facultaires pour intégrer un réseau. Alors, l'intensité de la présence à Québec dépend des objectifs professionnels et dépend également de votre capacité à vous insérer dans des réseaux préexistants ou pas. Donc, oui et non est la bonne réponse, hein? Mais chose certaine, s'agissant des cours, il faut effectivement venir pour les faire à Québec. On a bénéficié en fait d'une certaine latitude en raison de la COVID, mais le fait est qu'on offre, nous, réellement un programme qui est en présentiel. Donc, je pense que ça, c'est la première chose à considérer, c'est qu'il y a un moment où il faut effectivement être à Québec, puisque c'est également l'occasion de connaître l'université qui va vous décerner le diplôme et aussi de connaître les gens qui vont vous accompagner. Donc, il y a une espèce d'effet de cohorte qu'on cherche à alimenter. J'imagine que Marie-Pierre va vous en parler tout à l'heure, mais on tente de raffermir un peu les liens entre les doctorants de manière justement à susciter l'émulation. Donc, c'est oui et non est la bonne réponse. Et puis, je m'arrêterai là pour l'instant. Merci. Pour ceux et celles qui voudraient le voir c'est quoi la structure de notre programme, il est disponible en ligne. On va le mettre dans le chat dans les prochaines minutes. Vous n'avez qu'à cliquer sur la structure de programme. Vous allez voir les cours obligatoires et ensuite les activités de recherche. Bien évidemment, activités de recherche équivaut à des gens me le demandent, est-ce qu'on doit être présent un certain nombre d'heures dans un centre de recherche? Non. C'est des activités de recherche que vous faites vous-même, bien évidemment, avec la collaboration, l'appui de votre directeur de thèse. Marie-Pierre, on commence les questions. C'est toi la première qui casse la glace. Parce que l'objectif, là, c'est de vous donner une idée vraiment de ce que c'est une vibe, si on veut, en mauvais français, en très bon anglais, du doctorat ici à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je voudrais savoir la première question, Marie-Pierre. Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre de la maîtrise vers le doc chez nous? Bonne question, vaste question. Je pense qu'il y a toutes sortes de motivations qui peuvent amener quelqu'un à décider de s'aventurer au doctorat. Moi, je ne pensais pas du tout faire ça au baccalauréat, donc je pensais me destiner plus à une carrière en pratique. Mais je dirais que de faire la maîtrise, j'ai été dirigée par Louis-Philippe Lampron, qui est un prof passionné de droits et libertés, très pédagogue aussi. Donc, je pense que à la maîtrise, j'ai eu le goût du doctorat tout simplement. Et mon sujet aussi, je dirais que moi, je m'intéresse aux droits des enfants dans l'environnement numérique.
Donc, c'est un sujet que je trouvais... donc, il y avait autant un intérêt intellectuel qu'un intérêt personnel à creuser ce sujet-là. Fait que je dirais que c'est important, si vous avez l'idée du doctorat, de choisir votre sujet avec votre tête, mais peut-être aussi en partie avec votre cœur, parce qu'on est 4 à 5 ans dans ça. Donc, moi, c'est ce qui m'a motivée. Puis, je ne sais pas, Annie, veux-tu que j'explique pourquoi l'Université Laval C'est la prochaine question. Donc, pourquoi avoir choisi l'Université Laval? Parce que si je comprends bien, tu es triple diplômée de l'UL. Oui, puis... Oui, en fait, puis tu sais, on m'a exposé avant de prendre cette décision-là les avantages et les inconvénients là, de décider de faire un monoparcours. Moi, j'ai eu quelques expériences à l'international, puis ma co-directrice est à l'Université d'Ottawa, donc tu sais, il y a quand même aussi des moyens de faire tout le parcours au même endroit, mais d'aller enrichir son réseau de manière interuniversitaire. Mais moi, je pense que le sentiment d'appartenance que j'ai à l'Université Laval, à la faculté, le fait d'avoir eu, c'est ça, d'avoir bâti certains liens. Bien, par exemple, avec toi, Annie, ce qu'on fait avec le centre de soutien, bien, je pense que le fait que je connaisse un peu l'université, ça peut faire que mon rôle, puis tout ça, bien, est un rôle qui me permet de développer d'autres compétences professionnelles. Mais donc, c'est ce qui m'a amené à choisir l'Université Laval. Dans le fond, si je comprends bien, la faculté de droit, de par ses chaires de recherche, l'implication au centre de soutien, toutes les opportunités qui entourent les études doctorales ont été pour toi une des facettes qui ont fait que tu as choisi l'université. Parce que dans le fond, oui, tu es étudiante au doctorat, mais en ce moment, tu es également mentor du centre de soutien. Donc, tu as des projets. Tu dois mener à terme, pas juste ton projet doctoral, mais d'autres beaux défis humains, notamment. Puis ça, je pense que c'est une particularité qui nous définit bien à l'Université Laval, c'est que oui, le projet, oui, la communauté, c'est au centre, mais on parle beaucoup et de plus en plus d'un projet de doctorat qui nous... Marie-Pierre, c'est quoi dans le mot? C'est ton projet comme pas entrepreneurial, mais il y a quelque chose que vous dites en doctorat. C'est quoi donc? Bien, moi, je l'ai pris d'une conférence de la FESP, là, qu'on dit que c'est de l'intrapreneurship. Donc, le fait d'avoir... Oui, moi, je trouve la vision intéressante d'avoir une vision, premièrement, de faire son projet doctoral, son projet à soi, là, donc vraiment de cultiver une autonomie par rapport à ça, mais de vraiment voir ça. Puis je pense que puis je le dis des fois au centre de soutien, de prendre des initiatives, de créer des contacts. La recherche de financement de son doctorat, ça ressemble un peu à trouver du financement quand tu te pars une entreprise. Là, il y a quand même des parallèles. Il y a des différences aussi, mais c'est l'approche qui m'avait été donnée dans une conférence, puis je trouvais ça intéressant. Merci beaucoup. Question pour professeur Tremblay-Potvin. Quel est le plus grand défi? Parce que là, on sait que vous êtes récemment diplômé. Quel est le plus grand défi du parcours doctoral selon vous? Bien, je pense que je peux en témoigner autant en tant que doctorant qu'en tant que nouveau professeur. Oui. Et on va revenir tout à l'heure sur la recherche de revenus, qui est un élément quand même important. Mais à mon avis, le plus grand défi des études doctorales, c'est la gestion du temps. Et c'est un projet qui demande beaucoup d'autodiscipline. Et donc, il faut être capable de s'autodiscipliner, de ne pas trop procrastiner, voilà, parce que c'est un projet de longue haleine. Et donc, il faut être capable de le planifier pour le mener à terme. Par ailleurs, on peut être beaucoup sollicité. Il peut y avoir 1000 projets dans lesquels on peut vouloir s'impliquer. Et donc, il faut apprendre à gérer les priorités pour être en mesure de se conserver suffisamment de temps pour la thèse, qui est quand même le morceau le plus important des études doctorales, même si tout le reste va venir enrichir le parcours et demeure important aussi. Cela dit, ce défi, l'autre côté de la médaille de cette difficulté du doctorat, c'est l'incroyable liberté qui nous est laissée dans le cadre d'un projet de doctorat. C'est quand même exceptionnel. Je veux dire, on choisit un projet qui nous passionne, puis on travaille là-dessus pendant 3, 4, 5 ans, et donc on peut se dédier à la question qui nous intéresse le plus avec une liberté qu'on trouve nulle part ailleurs, au fond. Oui, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, justement, cette liberté, évidemment, l'étudiant, il a beaucoup de liberté, mais il doit travailler avec son directeur de thèse.
Puis ma prochaine question était pour Marie-Pierre, à savoir, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec ton directeur et de ce que ça représente dans ta charge de travail, dans ton évolution? Ça m'intéresse et je suis curieuse. Bien, je pense qu'avant tout, la relation avec le directeur, c'est une relation qui est humaine, là. Donc, c'est une relation de deux personnes avec des personnalités. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre à comme fonctionner, savoir les bonnes pratiques. Il y a des directeurs ou des directrices qui aiment mieux fonctionner d'une façon, d'autres d'une autre façon. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps en quelques mois de connaître la personnalité, ou si on la connaît déjà, ben là, il y a du temps de gagner d'avance. Moi, je dirais que mon directeur, ben, moi, il est spécialisé en droit des technologies, fait beaucoup d'interdisciplinarité, fait que je pense que les affinités, ben là, c'est peut-être que j'anticipe faire le choix du directeur, mais le fait qu'on a des affinités sur les intérêts de recherche, sur la manière aussi de voir le droit, tout ça, bien, autant dans le cadre de ma thèse que dans le cadre du travail de recherche que je coordonne un projet de recherche pour mon directeur. Donc, le directeur aussi peut être une personne qui nous donne des contrats là, pour... j'anticipe encore la question du financement. Mais sinon, moi, un conseil que je donne, là, puis au centre de soutien, puis ça fait un lien là, avec l'autonomie, c'est vraiment, puis moi, je le mets vraiment en pratique avec mon directeur, c'est d'être préparé quand vous sollicitez du temps de votre direction de recherche. Moi, je fais toujours des ordres du jour, j'envoie mes documents, une demi-heure, 1 heure de rencontre dans l'agenda d'un prof d'université, ça a l'air de... mais une demi-heure, 1 heure, c'est une demi-heure, 1 heure. Fait que faites en sorte que vraiment, c'est ce temps-là, plus vous allez être préparé, plus ça va être clair, plus il va y avoir une direction, bien, c'est ça. Je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage de l'étudiant. Et je vais m'arrêter ici. Si je comprends bien, dans le fond, c'est sûr que votre relation avec votre directeur éventuel doit être basée sur justement l'efficacité, le professionnalisme. On l'a parlé, c'est un petit projet entrepreneurial, mais la faculté est là pour vous appuyer là-dedans. Tu viens de le dire, au centre de soutien, tu guides les étudiants dans cette démarche-là à se préparer à cette relation-là. Donc, on ne vous laisse pas découvrir ça seul, on veut vous accompagner. J'aimerais ajouter pour la recherche du directeur que, comme je vous ai dit en entrée de jeu dans la conférence, que le professeur Arbour est là pour vous guider en début de parcours, pour vous matcher, comme on dit. Et ensuite, il y a aussi tout le bout où vous allez échanger, puis vous allez pouvoir même présenter. Et là, j'ai besoin de votre aide, équipe avec moi. Il s'appelle comment le petit contrat qu'on a en début, l'espèce de document qui nous permet de discuter dans les premières semaines de notre parcours avec notre directeur. Et est-ce que vous savez, Marie-Ève, c'est-tu le contrat? Oui, c'est le plan de collaboration. Merci. Le plan de collaboration. Donc, sachez que grâce au plan de collaboration qui est mis en place par la Faculté de droit, puis ça, c'est un élément qui est important, on vous aide justement à aborder des questions importantes avec votre directeur de thèse dès les premières semaines. Puis, c'est un peu comme un contrat. Donc, les deux parties signent. Après ça, c'est le fun, vous avez une feuille de route, puis vous avez quelque chose de tangible pour commencer votre projet d'études, puis mettre les bases solides de votre relation avec votre directeur. Prochaine question. Là, on tombe dans le vif du sujet. Je vais commencer par demander à professeur Tremblay-Potvin de nous parler, lui, de son expérience concernant le processus d'obtention de bourses d'organismes subventionnaires ou, en général, là, de ça, là, cette question-là qui est vitale. Puis ensuite, j'aimerais demander à professeur Arbour de nous parler de ce qui est disponible à la faculté, puis de conclure un peu là-dessus, parce que je sais que le financement des études pour un étudiant doctorant, c'est le nerf de la guerre. Hein? Donc voilà, je passerai la parole à Charles en premier. Oui, tout d'abord, au niveau des organismes subventionnaires, Marie-Ève pourra en parler plus amplement, mais en gros, il y a les grands organismes subventionnaires gouvernementaux, comme le Fonds de recherche du Québec, le Centre de recherche en sciences humaines du Canada. Et il y a aussi d'autres possibilités de financement plus accessoires, mais qu'on peut retrouver, par exemple, via certains centres de recherche. Par exemple, moi, je suis membre du CRIMT, le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un doctorat en droit du travail, il pourrait y avoir des possibilités de financement
à travers ce centre-là. Donc, il y a des nouvelles opportunités de financement qui vont dépendre, en gros, du sujet de notre thèse de doctorat. Je dirais qu'au niveau de la recherche de financement, ce qui est le plus important à retenir, à mon avis, c'est qu'il faut s'y prendre d'avance. Et donc, c'est une question qu'il faut voir venir, qu'il faut prendre le plus tôt possible, parce que c'est quand même un long processus. Plus on consulte aussi des gens, le but, au fond, c'est de construire une demande de subvention qui va être la plus convaincante possible. Et donc, il est recommandé, il est judicieux de faire lire notre demande de subvention par d'autres personnes, par des personnes expérimentées qui pourront la commenter, qui pourront nous aider aussi à la monter. On a du soutien pour ça à la faculté. Marie-Ève est justement la personne la mieux placée pour vous en parler. Mais vous voyez, moi, dès que j'avais terminé le barreau, je commençais mon stage, puis là, je voyais que je voulais aller vers les études supérieures. Donc, j'ai commencé à préparer ma demande de subvention très tôt et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Alors, voilà. Merci. Au niveau du processus, il y a un processus à suivre là, qui va dépendre de chaque organisme subventionnaire. Ce qui compte, je dirais qu'au doctorat, il y a évidemment la question des publications. Là, si vous avez déjà publié, ça va rehausser beaucoup votre dossier pour obtenir une subvention. Et pour le reste, il va y avoir évidemment le dossier scolaire en général, mais aussi la présentation du projet lui-même. Donc, comment on va présenter le projet, la pertinence du projet, comment on va le rendre intéressant aux éventuels membres du comité qui seront appelés à se pencher sur notre demande de subvention. Donc, la clé, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Merci, Charles. Professeur Arbeau, Marie-Ève, je peux te laisser peut-être ajouter un petit complément d'information pour nos étudiants. Oui, alors nous, on essaie d'étudier, pas d'étudier, mais d'appuyer en fait les étudiants au mieux. Donc, il y a ce qu'on appelle une bourse de cheminement qui est offerte et qui est de l'ordre de 13 500 $ pour tous les doctorants. Mais ça, c'est pour l'ensemble du parcours, donc ce n'est pas annuel. Alors ça, c'est la Faculté des études supérieures qui gère cette enveloppe, donc c'est comme une base. Ensuite, la faculté va offrir certaines bourses le long du parcours, dépendamment des enveloppes qu'on réussit à obtenir, soit des ministères ou encore des partenaires privés. Alors, on a réellement un service qui s'occupe en fait de documenter et de distribuer en fait les enveloppes dont on dispose. Peut-être que quelqu'un peut mettre, je m'excuse, je suis avec mon téléphone, peut-être que quelqu'un peut mettre dans le fil l'adresse bourse à commercialfd.u Laval. Et en parallèle de ça, il y a tout le processus justement des bourses beaucoup plus substantielles desquelles a parlé mon collègue Charles. Donc, c'est très, très important dans ce cas-ci de vous y prendre d'avance. Et on a un service d'accompagnement par les pairs qui, cette année et l'année dernière, était dirigé par Alexis Langenfeld, qui est un doctorant au sein de notre programme. Et donc, lui a une équipe qui permet effectivement l'accompagnement des différentes demandes au sein des organismes subventionnaires. Et comme a dit Charles, c'est très important de construire le dossier. Donc, une petite bourse va souvent en amener une plus grosse. Donc, c'est important, dès que vous pouvez saisir une occasion de bonifier d'une façon ou d'une autre votre cursus, eh bien, vous le faites. Et puis ça risque justement de vous attirer des financements plus conséquents par la suite. Les financements ne sont pas toujours basés sur l'excellence dans le sens classique du terme, rattaché aux notes. Il y en a qui sont des bourses de leadership qui sont très importantes ou encore des bourses d'équité, diversité et inclusion qui se développent de plus en plus. C'est dans l'air du temps. Donc, les donateurs sont très, très sensibles à ces différents enjeux. Donc, je vous invite tout simplement à venir nous voir si vous avez des idées ou si vous voulez justement être accompagné dans l'un ou l'autre de ces processus. Moi, j'envoie constamment l'information. Donc, il y a des séances également. On fait des ateliers d'écriture. Il y a de la publicité qui est faite régulièrement par le truchement non seulement des associations étudiantes, mais aussi directement du vice-décanat. Et il y a une nouvelle employée qui s'appelle Hélène Zimmermann, qui est conseillère au développement de la recherche, qui va prendre le relais de plus en plus dans cette facette, en fait, des études et qui m'accompagne depuis déjà quelques mois. C'est très, très important et on croit beaucoup en l'autonomie des doctorants, l'autonomie financière, puisque c'est sûr que c'est une source de stress et lorsqu'on est stressé, on écrit mal. Et puis, en fait,
c'est un appui à la réussite qui me semble réellement majeur. Donc, le succès des étudiants à obtenir des financements conséquents sont également les nôtres. Donc, on prend vraiment un soin particulier à vous accompagner s'agissant de ce volet. Merci, Marielle. On est dans les temps, tout le monde, je vous remercie, c'est génial. Ma dernière question, j'ai envie de la poser aux 3 intervenants parce que je pense que tout le monde peut apporter un élément d'information intéressant. Je veux qu'on parle des possibilités de carrière après la formation. C'est toujours une question qui revient à chaque fois que je rencontre des nouveaux étudiants, mais qu'est-ce que je fais après un doctorat? Donc, je sais que d'emblée, Charles, tu as des éléments de réponse, mais Marie-Ève aussi, professeur Arbour aussi, devrait avoir quelques petites pistes parce que sachez que c'est pas juste on ne forme pas juste des professeurs. Oui, certains vont devenir, comme Charles Tremblay-Potvin et comme Marie-Ève Arbour, des professeurs à la faculté de droit, mais il y a d'autres possibilités de carrière, donc je vous laisse élaborer là-dessus. Et c'est notre dernière question, donc après ça, je vais laisser les étudiants nous poser leurs questions s'ils sont intéressés à le faire. Alors, je peux commencer, mais effectivement, on pense tout de suite à professeur à la suite d'un doctorat, mais évidemment, il y a plein d'autres possibilités avec un doctorat en poche. Tout d'abord, dans le milieu académique, à proprement parler, il y a plein de professionnels de recherche qui vont se retrouver dans les instances universitaires, dans les facultés ou dans des centres de recherche. Et il y a toutes sortes de débouchés aussi en dehors du cadre universitaire, notamment dans la fonction publique. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça, c'est un autre avantage de l'Université Laval. Moi, j'ai fait mes études à l'Université Laval, notamment parce que c'était collé sur la fonction publique. Ça permet de développer des réseaux. D'ailleurs, j'avais fait un stage à la commission de la fonction publique, etc. Et dans la fonction publique, les études supérieures sont quand même très valorisées. Dans certains domaines de pointe aussi, dans les cabinets d'avocats, dans la pratique privée, un doctorat pourra apporter une plus-value, dépendamment du sujet de recherche notamment. Si vous êtes en droit international, évidemment, il y a les organismes internationaux qui vont rechercher des chercheurs. Par exemple, je connais quelqu'un qui travaille à l'OCDE. Bon, vous en connaissez une panoplie. Et je pense qu'il faut retenir aussi, c'est que ce que vous allez aller chercher dans la formation du doctorat, c'est le développement d'une pensée abstraite. Hein. Et ça, c'est un atout qui va vous servir, peu importe ce que vous faites après, au fond. Même si vous n'allez pas en recherche, finalement, vous allez vous diriger vers autre chose. On est dans une société qui devient de plus en plus complexe et qui, avec le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle, des choses comme ça, il y a de plus en plus d'emplois qui sont remplacés. Et ceux qui vont tirer leur épingle du jeu pourraient bien être ceux qui sont capables de cette pensée abstraite. Donc, le doctorat offre des outils qui sont transversaux, au fond, puis qui vont vous permettre de vous débrouiller dans la société complexe d'aujourd'hui, à peu près partout. Donc, ce serait ça que je dirais de manière générale. Là. Je vais laisser la parole aux autres. Moi, je n'ai rien à ajouter, Charles, à ce que tu as dit parce que c'est impeccable. Donc, c'est tout à fait ce qu'il faut, je crois, envisager. C'est une formation réellement de pointe qui peut servir autant aux entreprises privées, aux cabinets d'avocats ou encore sur la scène internationale, s'agissant que les organisations exigent désormais un doctorat pour la majorité des postes qu'ils affichent. Donc, voilà, je te fais un portrait complet. Donc, peut-être qu'on peut ajouter conseiller à la recherche également ou analyse spécifique de politique au sein des gouvernements. Là, on a des gens qui trouvent du boulot effectivement dans différents organismes parapublics comme l'Autorité des marchés financiers. On a des gens qui œuvrent au sein du ministère de l'Environnement. Je dois vous dire que si je peux dire un bon mot pour la fonction publique, c'est que c'est intéressant puisqu'il y a effectivement des responsabilités qui se prennent très tôt. Alors, il y a comme un tournis en raison des retraites fréquentes en ce moment. Donc, les gens qui évoluent au sein des ministères ont effectivement des responsabilités très importantes assez tôt. Donc, ça peut contribuer en fait à construire des carrières très, très intéressantes. Donc, je crois que les doctorats sont réellement de plus en plus
plus en demande. Alors, c'est vrai qu'on est sorti de cette idée que le doctorant visait un poste de professeur. Donc, c'est bien important et c'est là un peu la raison pour laquelle je parlais d'entrée de jeu de l'histoire des réseaux. C'est qu'il ne suffit plus de bien écrire et d'écrire des travaux de recherche importants pour avoir un impact sur l'environnement. Donc, on va réellement demander à ce que les personnes puissent rayonner dans différents milieux. Donc, la tour d'ivoire est un peu passé mode et justement, il faut faire preuve de créativité dans la création de son emploi puisque souvent, c'est ce dont il s'agit. Et il y a différents forums qui sont effectivement très diversifiés. Et je vous dirais que j'essaie d'y aller de mémoire, mais je ne crois pas qu'il y ait aucun doctorant là, qui se soit retrouvé le bec à l'eau. Des fois, il y en a qui doivent peut-être faire un emploi qui ne correspond pas encore tout à fait à ce qu'ils veulent faire, mais au moins, ils sont intégrés dans une structure. Donc, on n'a pas de commentaires négatifs à ce sujet-là. Puis, c'est la responsabilité, je parle peut-être plus comme prof, mais c'est notre responsabilité également, d'une certaine façon, d'accompagner nos doctorants vers le marché du travail. Donc, on le prend très à cœur et on essaie de créer des contextes à l'intérieur desquels le cumul d'expérience va effectivement forger des carrières spécifiques un peu plus tard. Intéressant. Wow. Mais Marie-Ève, question dans le chat que j'aimerais te poser. C'est un étudiant étranger qui se demande comment ça se passe le processus d'admission et est-ce que vous consacrez une bourse pour les étudiants internationaux? Donc, en fait, je vous dirais que la majorité des bourses facultaires, on est en processus d'éliminer carrément la dichotomie entre les étudiants internationaux et les étudiants locaux. Donc, on va valoriser certains profils et puis il y a des donateurs qui vont valoriser certains sujets. Donc, là-dessus, je vous invite à aller sur le site du BBAF, donc le Bureau des bourses et de l'aide financière. Vous allez avoir toute la liste des bourses qui sont disponibles. On est en processus, comme vous le savez probablement, de sélection, en fait, du bassin de l'été, puisqu'on peut entrer à l'été au doctorat, et de l'automne prochain. Alors, le processus va comme suit. Je reçois vos dossiers, on les étudie, et par la suite, je vais mobiliser un professeur qui pourrait éventuellement vous accompagner. Souvent, on va solliciter des rencontres sur Zoom ou sur Teams pour tenter de vous connaître un peu mieux, connaître votre idée, documenter votre projet. Donc, la documentation requise est disponible sur le site de la faculté. Si vous avez de la difficulté avec cette documentation-là, Annie va se faire un plaisir de dissiper toutes les ambiguïtés. Et par la suite, c'est moi qui coordonne, autrement dit, le processus d'admission qui peut prendre quelques semaines en raison justement des consultations qui doivent être menées pour vous insérer à bon escient. Donc, les bourses peuvent venir par la suite. Il y a des comités qui sont créés plus tard au printemps pour sélectionner les différents récipiendaires et on offre aussi quelques bourses citoyens du monde qui, elles, vont être attribuées ad hoc tout de suite, donc pour attirer les candidats les plus susceptibles, en fait, d'intégrer notre parcours et d'y évoluer là, avec succès. Donc, c'est un peu ça le portrait général. Il y a plusieurs bourses qui sont disponibles, mais les plus importantes sont réellement celles qui proviennent des organismes subventionnaires. Donc, ça, je vous invite également à contacter vos gouvernements si vous êtes ailleurs. Il arrive des fois que j'écrive des lettres d'appui au soutien de la candidature de certains étudiants, donc à l'intention de vos gouvernements respectifs. Donc, je pense qu'il faut frapper un peu à toutes les portes. Parfois, les ambassades peuvent donner un petit sou. Donc, c'est important justement de faire valoir l'originalité de votre projet et l'originalité de votre parcours, ainsi que votre capacité à mener à terme ce qui vous est demandé. Génial. On a une excellente question de la part de Mme Natacha qui nous demande, est-ce que vous pouvez me parler un peu de la co-tutelle? Est-ce qu'à l'Université Laval, à la faculté de droit, il y a possibilité d'établir une co-tutelle entre votre université d'attache ailleurs, donc soit en Afrique ou en Europe, et l'Université Laval? Mais la réponse est oui, mais j'ai envie de laisser professeur Arbeau, puisque c'est elle qui s'occupe de ce volet-là à la faculté, vous répondre.
Oui, les co-tutelles. Alors, le bassin doctoral, pour ceux qui nous visitent en fait de l'Europe ou de l'Afrique, sachez qu'il est restreint à l'Université Laval, d'où cette espèce de gestion familiale en fait qu'on cherche à mettre de l'avant, à mettre en exergue depuis le début de la réunion. Le bassin doctoral est composé d'environ 140 personnes actives en ce moment. Donc, de ces 140 personnes-là, il y a la moitié à peu près qui est en co-tutelle. Donc, c'est vraiment une forme d'accompagnement qui est extrêmement présente. Il faut savoir que la co-tutelle, il faut répondre en fait aux exigences des 2 universités qui sont impliquées dans votre cheminement. Donc, ça peut comporter des obstacles administratifs ultérieurs. Donc, pour cette raison-là, on étudie chaque dossier, quelle est la plus-value d'obtenir une co-tutelle. Comme Marie-Pierre l'a souligné tout à l'heure, si vous faites tout votre parcours à la même université, donc chez nous à Laval, on va souvent favoriser soit une co-tutelle ou encore ce qu'on appelle la co-direction, qui elle est beaucoup plus fluide. Donc, vous obtenez seulement un diplôme de l'Université Laval, mais il y a 2 directeurs. Donc, il y a un autre directeur d'une autre université qui est impliquée, peut-être française, africaine ou suisse, où ça n'a pas d'importance. Et à ce moment-là, on va inviter le co-directeur, évidemment, en lieu de soutenance pour venir nous visiter. Il y a les examens doctoraux qui sont effectivement menés en sa présence à distance dans les entrefaites. Donc, on cherche à créer des liens à travers les co-tutelles et à travers les co-directions, mais c'est réellement discuté au cas par cas pour éviter que ce soit une démarche qui soit improductive, voire inutile dans certains cas. On veut réellement que la co-tutelle soit signée dans la première année du doctorat. Donc, ça, c'est très important. Après quoi, on va plutôt on va suggérer des co-directions. Donc, les co-tutelles sont effectivement fréquentes, mais elles doivent être ficelées d'entrée de jeu et on doit suivre effectivement le cheminement de l'étudiant à l'intérieur de sa co-tutelle à travers une entente là, qui est signée pour chaque individu. Merci beaucoup. Ça ferait le tour pour nous. Questions de la part de nos étudiants présents. Si vous désirez ouvrir votre micro, nous poser des questions, c'est le moment. J'ai répondu à quelques questions directement dans le chat, puisque c'est des questions qui étaient plus de votre dossier personnel. Donc, je vous ai donné les adresses pour me contacter et contacter la gestion des études. Je suis là tout au long de votre parcours, donc de dépôt de demande d'admission jusqu'à votre admission à la faculté. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions par courriel. On pourra même se prendre un petit moment pour discuter en visioconférence. C'est mon travail, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas. Sur ce, si je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir été présent à cette conférence sur le programme de doctorat de la faculté de droit. Bonne question, on termine avec ça. J'aimerais connaître le délai pour le traitement d'une demande. J'ai envie de vous dire, et là, j'ai envie de dire 4 à 6 semaines, mais 3 à 5 aussi possible. Marie-Ève, est-ce que je peux te laisser répondre? Oui, je vais répondre avec beaucoup de pragmatisme. Si vous voulez travailler sur, je ne sais pas moi, la purgation de l'hypothèque, les chansons qu'on va pouvoir vous admettre très rapidement. En 2 semaines. Si vous voulez travailler en droit international ou en droit de l'environnement, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a des professeurs qui encadrent déjà beaucoup d'étudiants. Donc, à ce moment-là, ils vont me dire, peut-être, ça dépend si un étudiant avance dans son... Alors, votre admission dépend de l'avancement des autres. Alors, j'aurais envie de vous dire, si vous allez dans ces 2 secteurs-là qui sont particulièrement sollicités, c'est sûr que ça va prendre plus de temps parce que le professeur ne va pas me dire oui en un après-midi. Tandis que dans tous les autres domaines, d'ailleurs, Annie, il faut que je te dise que j'ai l'intention de travailler sur une boîte à sujets qui permettrait notamment d'arrimer des doctorants qui auraient envie justement de travailler sur ces 10 sujets, ça me permettrait de les arrimer en fait plus facilement. Et il y en a des fois qui ont des financements à la clé. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes ambivalent par rapport à votre sujet, à me contacter pour que je puisse vous dire exactement qui a des sujets. Ça m'est déjà arrivé, moi, je travaille en sécurité des produits. J'avais des bourses et j'avais aucun doctorant. Donc, ça arrive des fois que si vous allez tous dans la même direction, ça bouchonne et c'est compliqué et ça prend plus de temps. Mais si vous choisissez des professeurs qui ont moins un bassin étudiant plus restreint à leur actif, bien nécessairement, ça va prendre moins de temps pour moi de ficeler l'arrimage. C'est génial, c'est une très bonne idée, la boîte à sujets, vraiment. Merci tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à me rejoindre, à m'écrire info@commercialfd.laval.ca. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour ceux qui sont en Europe ou en Afrique, bonne nuit.
parce que j'imagine qu'il est déjà presque la nuit. Donc, merci d'avoir été présent. La conférence va être disponible sur le web d'ici quelques jours si vous voulez la réécouter. C'est possible. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes chances dans vos démarches d'admission. N'hésitez pas. On est toujours là. Bonne fin de journée.